la porte du non-retour. Témoignage sur la route des esclaves de Ouida. L'écrivain guyanais Bertin Juminaire a dit « On ne saurait vivre sans mémoire, ni avec la mémoire d'autrui. » Ainsi, on se demande à propos de la traite négrière, de l'esclavage et de toutes les formes de l'exploitation des êtres humains. Est-il juste de continuer à demander à la victime d'oublier ? Est-il juste et acceptable de continuer à considérer que l'oubli est une nécessité pour sauvegarder ou restaurer la paix sociale et la paix mondiale ? Est-il juste et tolérable d'imposer la loi du dominateur à travers les siècles et les âges ? Pourquoi n'est-il pas permis d'évoquer les conséquences et les impacts du traumatisme engendré par l'esclavage sur des générations jusqu'à nos jours ? Nous vivons actuellement dans une culture qui se mondialise de plus en plus et par conséquent devient de plus en plus interconnectée. Mais paradoxalement, notre culture qualifiée de moderne, mondialisée et interconnectée est en même temps déconnectée. Déconnectée de la réalité, de l'histoire, déconnectée des tragédies, des drames et des souffrances vécues par une partie de l'humanité. Et avec une incapacité sans égale de voir ou de sentir les crimes et atrocités commis par une autre partie de l'humanité. Le drame ne s'arrête pas là. Il continue d'être commis et même développé dans l'espace et dans le temps à travers notre hypocrisie, notre schizophrénie et notre lâcheté. Lorsque l'on accepte de surmédiatiser et même d'institutionnaliser des drames et en même temps on procède à l'effacement de notre carte mémoire d'autres drames, notamment celui de l'esclavage. Alors on s'interroge avec le blogueur Serge Chalon. Comment parler de l'impact du traumatisme de l'esclavage sur des gens qui n'ont aucun souvenir de l'esclavage, perçu comme une honte dont il faut se soustraire, ou pour d'autres qui ne veulent même pas l'imaginer, ou d'autres qui veulent qu'on en finisse, certains allant même jusqu'à presque nier le fait qu'ils en sont affiliés. Le devoir de tous ceux qui croient au devoir de mémoire est de contribuer collectivement ou individuellement à la sauvegarde de cette mémoire et la lutte contre toutes sortes d'oublis. Nous devons interroger l'histoire, la géographie, la culture et l'art, et nous devons utiliser l'histoire, la géographie, la culture et l'art pour déterminer des responsabilités, interpeller la justice et rendre une part de justice à une partie de l'humanité. Par un carnet de voyage ou par un simple témoignage, chacun de nous peut accomplir ce devoir et faire une part de réparation vers une partie de l'humanité que l'esclavage a longtemps déshumanisée. Un artiste peintre et ex-diplomate l'a fait à sa manière. Ouida, le port du non-retour. Ouida est une ville située sur la côte atlantique au Dahomey, actuel Bénin en Afrique de l'Ouest. Elle a été construite en 1721 sur la base d'un fort militaire par l'esclavagiste portugais João Batista de Ajuda. Le lieu portait alors son nom Ajuda, devenu Ouida plus tard. Depuis lors, Ouida est devenue l'un des principaux points de déportation des esclaves vers les Amériques. Elle était la deuxième porte de départ des esclaves derrière celle de Pointe-Noire au Congo et devant la porte de Gorée au Sénégal, Cap Coast au Ghana et l'île de Zanzibar au Zanzibar actuel Mozambique. Ces endroits constituaient les principaux lieux de transfert des millions d'Africains réduits à l'esclavage par les Européens. Mo fẹ́ kí gẹ̀fẹ́ yìí gbogbo oríṣà. Mo fẹ́ kí ifá.
fàbàjò mo fẹ́ kí jangan Ọlọ́run kò gbà sára sára Ọlọ́run kò gbà sára wò sára Ọlọ́run mo jẹun àní àjẹ́ Ọlọ́run mo jẹun àní àjẹ́. Sur les 12 millions d'Africains victimes de la traite négrière, près de 2 millions sont partis de la baie du Bénin. Les hommes et les femmes capturés dans les différentes régions de Dahomey étaient rassemblés à Ouidah sur une place pour y être vendus. Puis, ils parcouraient les 3,5 km qui séparaient le marché des esclaves de la plage où ils sont embarqués vers les Amériques. Ouidah, constituant l'un des principaux ports d'exportation d'esclaves sur le continent africain, plusieurs pays européens ont installé leur représentation négrière sur place, notamment au port portugais, port anglais, port danois, port hollandais et port français. Le roi d'Abomey et les élites locales vendaient alors leurs marchandises humaines aux négriers européens. Au XVIIe siècle, Africains et Européens échangeaient toutes sortes de marchandises. Les uns vendaient des produits manufacturés, les autres des esclaves prisonniers de guerre issus d'ethnies rivales, victimes de razzias ou coupables de divers crimes. Ainsi, une pipe valait 5 esclaves, une bouteille d'alcool 10 esclaves, un canon 15 hommes ou 20, une femme, etc. C'est de Ouidah qu'est parti en 1860 le dernier navire négrier américain, le Clotilda, avec 110 esclaves à bord. I remember surely and I went to see Marvin Jolie. C'est de Ouidah également qu'est partie l'une des dernières victimes de la traite négrière vers les États-Unis. Son nom, Cudjo Lewis, né Oluwal Katsula en 1840 au Dahomey, décédé en 1935 aux États-Unis. En avril 2017, un buste à son effigie a été inauguré en Alabama. I'm happy to see you again. Aero project, we got something to do together. Aero project, do you remember? Do you remember? Hello Chicago, hello Chicago, hello Chicago, Yeah. hello Chicago, States of a big dream, hello Chicago, states of a big dream, yeah. Parmi les descendants des esclaves de Dahomey, il y a Toussaint Louverture, né en 1783 et décédé en 1803, chef de la Révolution haïtienne entre 1791 et 1802. Il est le fils de Gaou de Guenou, un prince africain d'Alada non loin de Ouidah au Bénin. Une statue en l'honneur de Toussaint Louverture est érigée dans une place d'Alada. L'histoire, celle de la route des esclaves à Ouidah, a pris son envol ici à la place des 1000 douleurs. Capturés lors des guerres tribales et raptes, ces hommes et femmes sont vendus aux enchères sur ces lieux aux négriers contre des objets de valeur de l'époque tels que des miroirs et des canons. Et ces captifs de guerre, ils marchaient depuis Abomey. Parce qu'Abomey jusqu'ici, ça faisait 135 km. Donc ils faisaient 4 jours de marche et 3 nuits de marche avant de venir ici. Et donc arrivés dans le marché, avant de les acheter, les négriers faisaient le tri des esclaves. Ils regardaient la dentition. S'il y avait tous les dents en place, ils étaient costauds, robustes et dodus. Donc après le tri de ces esclaves, ils achètent les esclaves. Après avoir acheté les esclaves, la place en face, c'était là où ils marquaient les esclaves au fer rouge. Grâce à Juste, guide touristique, Mohamed Zine El Abidine,
diplomate marocain en fin de mission au Bénin, se plonge dans ce passé douloureux. Tombé sous le charme de la cité historique, il emprunte étape par étape le chemin des déportés ce samedi du 9 octobre 2019. L'arbre de l'oubli, la case Noazomaï, la fosse commune, il ne peut plus contenir ses émotions. J'ai passé ici 3 années de ma carrière professionnelle et j'ai été toujours attiré pour effectuer des visites, donc dans ce sens humain et dans ce sens également culturel qui évoque l'histoire de l'humanité dans une région du monde qui a subi beaucoup de souffrance et malheureusement qu'on ne parle pas beaucoup et qu'on évoque parfois dans des cercles fermés, universitaires, académiques et tout, mais médiatiquement parlant. Moi j'ai vécu ici 3 ans, donc c'est rarement qu'on parle et qu'on évoque ces questions de l'histoire de l'esclavage. Pour combler ce vide, le diplomate révèle alors son talent d'artiste peintre et plasticien en s'inspirant de 3 statues, celle de l'homme et de la femme bâillonnée, ainsi que l'homme libéré. Ces 3 statues m'ont inspiré pour réaliser 3 tableaux que j'ai exposés récemment à Cotonou. Donc voilà l'un des 3 statues, sauf que moi j'ai un peu changé où j'ai ajouté une certaine contribution personnelle, une touche personnelle, lorsque j'ai changé les lianes ou les cordes par des chaînes. Ce voyage dans le passé se termine avec les étapes de l'arbre de retour et de la porte du non-retour, érigée à la plage de Ouida en 1995 à l'initiative de l'UNESCO. Les 6 étapes du parcours de la route des esclaves. La route des esclaves de Ouida, qui désigne le chemin qu'empruntaient les captifs vers les navires négriers, est réhabilitée au début des années 90 lorsque les autorités béninoises la transformaient en un lieu de mémoire de la traite négrière. Sa visite commence du centre-ville de Ouida. Elle retrace le chemin qu'empruntaient les esclaves avant d'être déportés par les navires vers les Amériques. Sur une distance d'environ 3,5 km, on peut revivre les étapes d'angoisse et de souffrance que les esclaves ont subies. Pour sentir en partie ce qu'ont duré à l'époque les personnes capturées, l'artiste peintre et ex-diplomate Mohamed Zine Laabidine a marché sur les traces des victimes de la traite négrière à Ouida. Il a essayé de comprendre le sens des symboles se trouvant dans les 6 étapes de ce parcours tragique qu'est la route des esclaves. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Moi, on m'appelle Béni Nazer. D'accord. En réalité, quand on parle de Ouida, Ouida c'était une ville historique. Oui. Nous sommes au marché. Au marché des esclaves. Donc ici, il y a des esclaves du Nigeria qu'on amène ici, du Togo jusqu'à le nord du Bénin. Et après le marché, qu'on devait amener les esclaves maintenant à la porte du non-retour. À la porte du non-retour, ici vers la porte du non-retour, aujourd'hui c'est 3 km. Avec 3 km, on a le village Zungoji, c'est-à-dire là où ils ont gardé les gens en attendant pour l'arrivée des bateaux. Et c'est dans le village, on marquait les gens avec du fer chaud. On va visiter tout ça là tout à l'heure, rapidement. Vous pouvez nous dire en quelle époque c'était? Voilà, l'esclavage ça commence ici au 15e siècle. Ça veut dire 1500 jusqu'à 1848. 1848 c'est l'abolition définitivement. Sinon la dernière bateau à Ouida c'est 1846. 1846 c'est le dernier bateau. Donc, ils ont gardé les esclaves pendant 2 ans pour l'arrivée des bateaux. Mais comme les bateaux n'est pas arrivé, ceux qui sont gardés, ils ont libéré ceux-là. D'accord. Donc ici ça se vendait les... C'est ici le marché des esclaves. Et cet arbre, ça datait de cette époque? Cet arbre-là, bon, en réalité, il y a beaucoup d'arbres ici à cette époque. Par exemple, vous voyez les maisons là. Oui. Avant, il n'y avait pas
Il n'y avait pas une route comme ça, il n'y avait pas des maisons comme ça. Donc c'est un grand espace au 15e siècle. Et quand on parle de marché des esclaves, ce n'est pas seulement cette petite place. Il y a aussi beaucoup des arbres à cette époque. Mais cet arbre, c'est vieux. Mais je ne sais pas si c'est le seul là qui est ici, mais je ne suis pas sûr parce qu'il y a beaucoup des arbres à cette époque. Merci. Voilà. Merci. Okay. La place des enchères. La place des enchères est l'endroit où les marchands sélectionnaient et achetaient les esclaves. Les enchères avaient lieu sur la place de Chacha, devant la maison de Don Francesco de Souza, un marchand d'esclaves brésilien, alias Chacha, qui veut dire vite vite. De ce marché, il reste aujourd'hui une petite place dénommée place Chacha. C'est sous cet arbre et en cette place que se tenaient les enchères publiques pendant lesquelles les esclaves destinés aux Amériques étaient troqués contre des marchandises de pacotille. La maison fleurie. Elle était située juste en face du marché, mais a été détruite. Une fois vendue, chaque esclave devait s'y rendre pour y recevoir la marque au fer rouge de son acheteur. Puis il entamait sa longue marche sur la route jusqu'à l'océan. L'arbre de l'oubli. La route des esclaves est jalonnée de 23 statues colorées. La plupart ont été réalisées par Cyprien Toukoudagba, peintre et sculpteur béninois de renommée internationale. Elles représentent chacune une part de la traite des esclaves ou encore une partie de l'histoire de Ouida, notamment les symboles des différents rois du Dahomey, l'oiseau, le lion, la hyène, le caméléon, le singe, le serpent ou la jambe. En ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner autour de lui 9 fois, les femmes 7 fois. Ces tours étant accomplis, les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ils oubliaient complètement leur passé, leur origine et leur identité pour devenir des êtres sans force de réagir et sans volonté de se rebeller. First time out of Africa I ever traveled. It was long travel for my Après l'arbre de l'oubli se trouve le mémorial Zomachi, escale du retour. Ce lieu de mémoire, hommage aux descendants d'esclaves qui sont revenus au Bénin, n'a en fait jamais été construit. Mais des fresques ont été réalisées sur le mur d'enceinte et racontent la vie des esclaves ainsi que la révolte de Haïti en 1791 menée par Toussaint Louverture. You're so beautiful. Hello Chicago, but you're so cold in Calgary. Hello Chicago, you feel so very nice. Ici, avant, il y a un grand arbre ici. Et cet arbre n'existe plus. Il est mort depuis 1959. L'arbre. C'est l'arbre. Et que c'est nos rois même qui a planté parce que les Européens avec les rois, ils sont déjà dans la complicité. Quel roi? Le roi Agadia. C'est lui qui a planté l'arbre? Oui, c'est lui qui a planté l'arbre. Donc c'est lui qui a planté l'arbre. Et l'arbre il est mort en 1959. 1959. Cet arbre est planté en 1727. Il a planté en quelle année? 1700? 27. 1727. Mais il est mort en 1959. L'arbre? L'arbre, il est mort. D'accord. C'est un arbre qu'on a planté. Et quand les esclaves viennent, ils font le tour de cet arbre. C'est un arbre de la magie noire. Ils font le tour comme ça, ils oublient toutes les maisons, leurs biens. Ça, c'est la magie noire. Il tournait ici oui. Les hommes 9 fois, les femmes 7.
C'est en ce lieu qui a été là. Oui. C'est là, évidemment. First time out of Africa I ever traveled. It was long travel for my exhibition. Les cases Zomaï. Les esclaves étaient ensuite conduits dans des sortes d'entrepôts totalement obscurs et étroites, Zomaï signifiant que le feu ou la lumière ne s'y attarde pas, dans lesquels ils étaient enfermés pendant 3 à 4 mois jusqu'à l'arrivée des navires négriers. Des conditions de vie horribles, entassés les uns sur les autres, dans le noir et rarement nourris. Cette séquestration absolue désorientait totalement les esclaves et rendait extrêmement difficile toute tentative de fuite ou de rébellion. Ce séjour, ici, les conditionnait pour la vie d'immobilité et d'obscurité dans les cales des bateaux. Art exhibition with Professor Nativa, David Caftori and Paris, yeah. So I can never forget the wonderful she. Donc, pouvez nous expliquer maintenant? Oui, nous sommes à Zomaï. Zomaï, oui. Zomaï, ça veut dire là où on gardait les esclaves sans lumière. À cette époque, il n'y avait pas une grande maison comme ça. Et les briques que vous voyez là, avant, ce n'était pas comme ça. Oui. Ici, il y a une grande case. Et dans la case, il y a case dans la case. Vous voyez sur le monument. Il y a case dans la case. Ça veut dire qu'on doit garder toutes les esclaves ici sans lumière. C'est bien écrit. Zomaï, ça veut dire c'est un lieu qu'on doit garder les esclaves sans la lumière pendant l'arrivée des bateaux. Et ceux qui sont morts ici, on a la fosse commune. Il y a une grande fosse pour tous ceux qui sont morts. Parce que ici, dans la case, c'est pour garder les esclaves pendant des mois. Parce que le voyage pour aller en Amérique, ça prend à peu près 3 mois. Donc il y a des gens qui sont morts. Il y a les gens qui sont vivants pour aller. Mais ceux qui sont morts ici, ils ont leur cimetière. C'est une fosse commune. D'accord. Voilà les révoltants. Ceux qui se révoltent dans la case. Ceux qui se révoltent dans la case, parce qu'il y a trop de souffrance. De là, ils ont mis le bois sur le sol pour punir ceux-là, vous voyez. D'accord. Ils sont les punis. Oui, c'est la punition. Pendant une semaine. Dans une position accroupie pendant une semaine. Pendant une semaine, ils restent dans cette position. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts. D'accord. Quand tu amènes là, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Oui. Il y a beaucoup de... Ils restent comme ça pendant une semaine. Oui, pendant une semaine. Il y a des gens qui font 3 jours, 2 jours. Et ils meurent. Mais ce n'est pas facile. Parce que de là, dans une position accroupie pendant 2 jours, une journée même, tu es déjà fatigué. Et bâillonné pour empêcher. Bâillonné, c'est ça le problème, oui, ils sont bâillonnés. Et c'est la même position. Oui, la même position, homme et femme. Ah, c'est la femme, ça. Ce sont les rebelles. State of a big dream. State of a big dream, y'all. Remind us Barack Obama. Remind us Barack Obama. La place Zumboji, le mémorial du souvenir. Enfin, le poste de douane de la place Zumboji constituait la dernière étape avant l'embarquement vers les Amériques. Les nombreux esclaves qui ne survivaient pas à leur inhumaine condition de détention étaient enterrés dans une fosse commune.
un mémorial a été érigé à cet endroit. States of a big dreamers. I love you, Chicago. I love you. C'est quoi ici? Nous sommes ici à la fosse commune. La fosse commune. Oui, voilà le monument. Oui. Quand on parle de la fosse commune, ce n'est pas seulement ici, c'est toutes ces zones. Donc les gens, ceux qui sont morts là-bas, c'est ceux-là qu'on amène jeter dans la fosse. Voilà les peintures rouges, ça représente du sang. Et voilà les eaux. Ça veut dire la profondeur de la fosse. La profondeur de la fosse, c'est ça la dimension. La dimension, ça veut dire la profondeur de la fosse. Oui. Et vous voyez les deux statues là. Ça montre ceux qui sont bâillonnés pour le marquage. Au coup de marquage, il faut bâillonner comme ça pour empêcher les gens de ne pas crier. Ici? Oui, oui, vous voyez. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres. On a les Français, les Portugais, les Anglais, les Danois et les Hollandais. Tout cela, ils viennent ici à Ouida. D'accord. Pour l'esclavage. Parce que les Blancs, ils ont besoin des Noirs pour faire travailler. C'est quelle nationalité vous avez dit? On a les Portugais qui sont les premiers. Les premiers. Les Français, les Anglais, les Danois et les Hollandais. Tout cela, ils viennent à Ouida. Pendant 400 ans. 400 ans. Pendant 400 ans. 400 ans, Pour oui. chercher les Noirs pour amener en Amérique. Donc, pendant 2 ans, le dernier bateau ici à Ouida, c'est en 1846. Ils ont gardé les gens pendant 2 ans pour l'arrivée des bateaux. Mais les bateaux n'est pas arrivé. Mais quand les bateaux n'est pas arrivé, ceux qui sont gardés, ils ont libéré ceux-là. C'est ça qui fait que lui parle, il montre que vraiment les chaînes sont brisées. Donc aujourd'hui à Ouida, on a beaucoup des ethnies. Il y a plusieurs ethnies à cause de l'abolition de l'esclavage. Parce que les Français ont commencé à lutter pour l'abolition. En 1846, ils ont commencé à lutter. À partir de 1845 d'abord. Vous voyez, donc quand on parle de l'abolition ici, c'est les Français. Donc, on peut s'approcher? Oui, le monument doit approcher. Mais je dois enlever les chaussures. We got something to do together. Hello, good. Do you remember? Do you remember? Je tiens à travailler sur ce thème à travers la peinture, à travers les dessins. Et même j'envisage peut-être de réaliser des motifs sous forme de sculpture. En s'inspirant de ces chefs-d'œuvre que j'ai vus ici, également à travers les idées, les événements historiques. Donc voilà, je veux garder en mémoire cette région du monde, cette ville particulièrement Ouida, et sa population, sa culture, son histoire, et je veux que ça m'accompagne durant le restant de ma vie à travers des réalisations artistiques et pourquoi pas à travers d'autres réalisations, bien sûr culturelles. My first time out of Africa. L'arbre du retour. À quelques mètres du mémorial, sur la place Zumvoji, un arbre se dresse depuis 200 ans, comme pour témoigner des horreurs commises à cet endroit. Une fois qu'ils quittaient les cases, les esclaves s'y arrêtaient et en faisaient 3 fois le tour. Ce rituel leur garantissait que leur esprit reviendrait sur la terre de leur ancêtre quoi qu'il arrive et où qu'ils meurent. Dernière volonté accordée à des êtres humains en sursis. Hello, Miss Fontella, tell me how you feel irate, to walk with me in the streets of Chicago downtown. Retour. C'est l'arbre de retour. L'arbre de retour. Parce qu'on dit la porte du non-retour. D'accord. Mais le jour que les esclaves doivent prendre le départ, ils devaient faire 3 fois de cet arbre.
Ça leur donne 3 fois, c'est bien écrit. C'est-à-dire, quand ils font le tout comme ça, il y a l'espoir que vraiment les esprits vont revenir. Parce qu'on sait que non-retour, quand tu pars, il n'y a plus de retour. Mais il y aura l'espoir de retour spirituel. Voilà. Tu vois qu'il y a un monsieur, un homme, et ça c'est une arbre. Ça veut dire, avant de planter cet arbre, il y a une personne qu'on avait enterrée vivant. Oui, Ici. Vivant. Ça, c'est la magie noire. C'est à cause de ça que quand on parle de l'Afrique, il y a beaucoup de démonstrations. Il y a le vaudou, il y a beaucoup de choses qui s'est passées ici. Donc c'est un arbre de prophétie, c'est le même arbre. Les esclaves ont fait le tour de cet arbre, ça fait plus de 3 siècles et demi que ça existe. Cet arbre, et c'est encore là. I remember surely and I went to see Marvin Jolene. It was magic moment for me to meet you, Marvin Jolene. So I don't get a word to thank all my friends. May God protect all of you. La porte de non-retour. Aujourd'hui, la dernière étape se fait à la plage avec une porte dressée par l'UNESCO en souvenir de cette époque. Ainsi, la route des esclaves se termine par un arc inauguré en 1995, symbolisant la déportation des esclaves vers le Nouveau Monde et l'impossibilité pour eux de revenir. La mer étant peu profonde, les navires ne pouvaient atteindre les côtes. Enchaînés les uns aux autres et montés dans des canaux pour être entassés dans les cales des navires avant la longue traversée vers le continent américain. Persuadés que les négriers blancs allaient les manger, certains captifs préféraient, lors du transport en pirogue, se jeter à la mer. Plusieurs d'entre eux mouraient noyés. La plage de Ouida est celle qui a vu passer le plus d'esclaves en Afrique de l'Ouest en direction des Antilles, de Cuba, de Haïti, du Brésil et des États-Unis. Les navires faisaient ensuite escale au Ghana, puis au Sénégal, avant d'entamer leur grande traversée. Les historiens estiment que 20% d'entre eux ont perdu la vie avant d'atteindre l'autre côté de l'océan. La porte de non-retour a été réalisée par Fortuné Bandera, architecte, décorateur et peintre béninois. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, Barack. States of a big dreamers. I love you, Chicago. Ceci dit, si la porte du non-retour à Ouida marque un lieu de déchirure et un témoignage vivant du départ des milliers d'Africains vers un destin tragique, la ville de Porto Novo donne un témoignage opposé, celui du retour de quelques descendants des esclaves vers la terre de leurs ancêtres. 2 lieux sont distingués à ce sujet, à savoir la Grande Mosquée et le musée d'Asliva, patrimoine d'architecture afro-brésilienne. Porto Novo, capitale officielle du Bénin, a été construite au XIXe siècle. À ses débuts, elle était une ville marchande cosmopolite. Les influences sur l'architecture à Porto Novo sont de 2 ordres. L'influence européenne transmise à travers les résidences de fonction des cadres de l'administration coloniale est plus ancienne et significative de cette époque. Et l'influence afro-brésilienne transmise par les esclaves affranchis et revenus du Brésil et les descendants de la communauté portugaise. Leur volonté de vivre comme leur ancien maître, leur statut d'intermédiaire et d'interprète de la puissance coloniale en ont fait des modèles pour ceux qui voulaient réaliser une certaine ascension sociale. De toutes les capitales de la traite sur la côte du Bénin, Porto Novo est la plus influencée par l'islam, dont l'essor est associé à celui du commerce. En effet, bien que fondamentalement animiste, la population a été en contact avec l'islam bien avant le XIXe siècle par le biais des marchands musulmans d'origine Haoussa et Yoruba venant du Nigeria. Une première mosquée fut édifiée sur ce site vers 1880, puis remplacée par la grande mosquée actuelle située un peu plus loin de l'ancienne sur un terrain dont d'un afro-brésilien. Comme la mosquée de Lagos,
Le nouvel édifice porte la marque de l'architecture brésilienne, en particulier de celle de l'église de San Salvador de Bahia. Ainsi, les 3 monuments ont été construits selon le même style architectural par les esclaves d'origine africaine et par leurs descendants affranchis et revenus au Dahomey actuel Bénin, terre de leurs ancêtres. L'ouvrage ne fut réellement achevé que vers 1935, mais la mosquée demeurera constamment en chantier avec de multiples extensions. Devenue vétuste, la communauté musulmane a construit à côté du monument historique une nouvelle mosquée sans style architectural aucun. L'ensemble de l'extension masque la façade sud de la partie ancienne. Musée da Silva à Porto Novo. Le musée da Silva a été ouvert en 1998 dans un bâtiment qui est l'un des plus remarquables spécimens de l'architecture afro-brésilienne de Porto Novo. Construite en 1890, cette maison appartenait à une riche famille de Brésiliens appelée aussi Aguda. La famille da Silva tire son origine d'esclaves brésiliens affranchis qui sont revenus à Porto Novo. Leur demeure a été transformée en musée des arts et de la culture afro-brésilienne. Sur les murs extérieurs du musée, des bas-reliefs de bronze évoquent les sévices de l'esclavage et rappellent la mémoire de l'esclavagisme européen. Le devoir de mémoire. Dans les années 70, une vague de transformation d'anciens sites historiques en espaces pédagogiques et culturels dans le cadre du devoir de mémoire. Ainsi, les premiers lieux de mémoire institutionnelle rappelant la traite négrière en Afrique ont été mis en place notamment au Sénégal, au Ghana, en Angola, etc. Motivé par le 500e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde en 92, une deuxième vague de remémoration de l'esclavage est observée dans les années 90. Des projets ont été réalisés comme celui de la route des esclaves de Ouida en 93, la stèle devant l'embarcadère de Loongo en Angola en 94 et la Slave Road de Badagry au Nigeria en 99. En 1993, les autorités béninoises ont mis en place le festival artistique Ouida 92 Retrouvailles Amérique-Afrique pour accomplir le devoir de mémoire et ce, à l'occasion de la célébration du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. L'organisation de cet événement a été soutenue par l'UNESCO. Le festival se renouvelle annuellement. À l'occasion de cette manifestation, des œuvres artistiques ont été réalisées par des artistes béninois pour rappeler les moments de souffrance vécus par les esclaves avant leur transfert. L'essentiel des œuvres qui jalonnent la route des esclaves est produit par Cyprien Tokudagba. Les statues de Mami Wata et de la case Zomaï ont été réalisées par l'artiste Kouas. Les œuvres de la fosse commune sont le produit de l'architecte Fortuné Bandera et des frères Dagbogan. La transformation de la ville de Ouida en lieu de mémoire est parachevée par l'inauguration de l'édifice de la Porte du Non-Retour en 1995 et réalisée par l'architecte béninois Fortuné Bandera et prend la forme d'un arc de triomphe qui rappelle la déportation des captifs. En 2012, l'artiste béninois Edwig Aplogan a recouvert l'arbre de la place des enchères par les drapeaux de pays africains et la rebaptise la place des 1000 douleurs. Le plasticien Arolando a réalisé en contrebas de la porte du non-retour l'installation commerce triangulaire. Cependant, si un certain nombre d'objets artistiques se rajoutent progressivement au circuit mémoriel initial, d'autres œuvres disparaissent partiellement ou totalement. Malgré les différentes réhabilitations du site en 1999, en 2006 et en 2010. Ainsi, plusieurs œuvres sont détériorées.
Rasta time. Témoignage de Zine El Abidine. Lors de son séjour au Bénin entre 2017 et 2019, Zine El Abidine s'est inspiré de la richesse artistique, culturelle et humaine de ce pays, particulièrement de Ouida, pour réaliser plusieurs œuvres qu'il expose régulièrement dans le cadre de son engagement pour les causes humaines. Il a utilisé plusieurs techniques pour mettre en exergue son expression picturale et partager son expérience et ses sentiments à cet égard. Séduit par la beauté de la mosquée de Porto Novo, ce fleuron de l'architecture afro-brésilienne du Bénin, Zine El Abidine a immortalisé le monument par 2 de ses tableaux réalisés à l'encre de Chine. Quelques semaines avant son départ définitif du Bénin et à l'occasion de l'ouverture de l'année diplomatique 2019-2020, Zine El Abidine a exposé ses travaux sur l'esclavage au hall du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. À travers ses œuvres, il s'est présenté comme un artiste de son temps qui utilise la peinture à l'huile, l'acrylique et à l'encre de Chine pour produire des tableaux où il confesse son profond attachement aux lieux qu'il a visités et aux gens qu'il a côtoyés. Son travail a la particularité de se présenter comme un carnet de voyage où il compte et raconte ce qui l'a marqué au cours de ses nombreux déplacements. L'esclavage est un crime contre l'humanité et à ce titre, l'humanité doit être réparée.